Nous allons revenir sur la question de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, une question épineuse qui dérange tout le Congolais en général. Et on a même vu, on revient sur le nouveau commandement des FARDC, quels sont les enjeux majeurs. Monsieur Achille Kapanga, bonsoir et bienvenue à vous sur Tous meilleurs vœux. Merci beaucoup madame, je suis très content d'être là et surtout d'être reçu par une dame très respectueuse. Merci. Et qui a même fait l'objet de prix exceptionnels. Une occasion pour moi de vous remercier, de vous féliciter. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. On va revenir sur cette question. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ancien maire adjoint de la ville de Béni. Aujourd'hui, si on doit prendre ce nouveau commandement de FARDC, comment comprendre ces nouvelles nominations? Bon, au fait, madame, je pense que beaucoup de gens ont crié. Il y a eu plusieurs rapports déposés sur la table du chef de l'État pour dire, des fois tout haut, un peu dans des coulisses, que comme il s'est dit que dans l'armée, il n'y a jamais de mauvaises troupes, mais de mauvais chefs, il y avait certaines accusations qui faisaient l'objet de certaines questions d'incompatibilité ou bien même de manque de professionnalisme chez certains officiers. Alors le chef de l'État apparemment a mis son temps pour étudier la question et finalement il a décidé. Il a mis de nouveaux commandants et ce n'est pas dire que les anciens ont échoué, non. Quand on fait 1, 2, 3 ans en train de commander des troupes dans un seul lieu, certainement il faut qu'on change puisque nous sommes dans une opération. Une opération c'est 2, 3 mois on évalue, 6 mois au plus, si ça ne tient pas, il faut changer. Parce qu'on a autant d'officiers qui ont de différentes formations, il fallait que tout le monde participe à la guerre pour que l'expertise de chacun soit mise en application, soit mise à profit pour qu'on puisse voir comment en finir. Voilà pourquoi le chef de l'État a remercié certains et il a dû nommer certains officiers. Ils ne sont pas spéciaux, mais ils ont un peu de patriotisme. Et ils s'y prennent déjà. Avec quel objectif aujourd'hui? C'est vrai que lorsqu'il y a changement de commandement, ça veut dire que les objectifs sont clairs. Aujourd'hui, on est dans l'optique de défense ou dans l'optique de l'attaque également, parce que c'est vrai, la question de l'Est de la République démocratique du Congo continue et on se dit finalement l'option serait carrément de repousser ceux qui se retrouvent sur le sol congolais ou encore de les traquer puisqu'on parle des Rwandais, de les traquer jusqu'au Rwanda. Bon, madame, il y avait d'abord la question des replis stratégiques. Chaque fois, on va attaquer, nous ne faisons que reculer. Or, quand vous reculez, vous laissez l'espace à l'ennemi. Et lui en profite. Alors, cet état de choses ne faisait pas plaisir au chef de l'État et à la population. Parce que quand le chef de l'État doit apprendre que non, les ennemis ont encore récupéré tel millier, telle cité, bon, je pense qu'il ne dormait pas. Apparemment, les rapports qu'il avait avec les réalités sur le terrain ne cadraient pas. Alors, quand on doit vous dire que non, des milliers sont tombés les uns après les autres, mais les cités, bon, certainement qu'ils n'étaient pas contents. Vous avez repoussé l'ennemi, oui. Parce qu'il y a un aspect très important que je dois souligner. Vous savez, quand on dit que la guerre à l'Est est là, alors que la MONUSCO est là, l'EAC est là, plusieurs armées sont là, mais l'ennemi avance. Il n'y a aucun obstacle. Bon, le chef de l'État peut compter sur les armées sœurs qui sont venues peut-être l'aider, mais il voit qu'elles aussi ne font rien. Ça lui fait maintenant réfléchir. Non, apparemment, je n'ai pas quelqu'un sur qui je peux compter. Même les armées sœurs ne parviennent pas à m'aider. Et surtout avec Bunagana, quand on avait dit, quand lui m'avait proclamé que les militaires allaient entrer par Bunagana, les militaires de l'EAC, et que Bunagana c'est la frontière avec l'Ouganda. L'Ouganda ne sait pas empêcher à ces gens d'entrer dans notre pays. L'Ouganda qui semble jouer le double G. Le chef de l'État dit non, finalement, ça ne tient pas. Donc, la confiance que j'avais chez les uns et les autres semble ne pas être celle-là. Même pendant son discours, vous l'avez suivi, il n'a pas cité l'EAC. Il n'a pas cité l'armée de l'EAC. Il a parlé au moins de ce qui se passe en Angola. Donc, ça montre que quelque part, il n'a pas été content de ce que l'EAC a fait. Alors, au vu de tout ça, quand il a changé, c'était une façon de réarmer moralement aussi les militaires, et voir comment maintenant ça va avancer. Et actuellement, tout le monde est d'accord avec moi que ça avance maintenant. Certains communiqués, ça peut être des réseaux sociaux ou pas, mais au moins vous sentez que l'ennemi
commence maintenant à sentir que le fait est là. Or, quand on devait aller négocier en état de faiblesse, ce n'était pas bon, parce que souvent dans la vie, il faut éviter de négocier en état de faiblesse. Il fallait que nous puissions un peu monter un peu. Bon, les derniers communiqués du secrétaire général adjoint des États-Unis a demandé qu'on rentre encore en Angola. Bon, je peux me dire que rentrer en Angola, parler, ce n'est pas mal, mais nous devons faire comme eux. On se parle, mais entre-temps, nous avançons. Nous devons récupérer nos terres. Quand Nanga dit qu'il est congolais, je me dis, il cherche quelle terre? Parce qu'il est congolais, il vit au Congo. Il veut récupérer quoi? C'est ça la grande question qu'on se pose. Et curieusement, on dit que non, il y a les FDLR qui sont aussi là, que nous aussi nous devons traquer. Moi, je dis, bon, les FDLR qui sont venus il y a déjà maintenant 30 ans dans notre pays. Mais les FDLR, c'est vous qui avez accepté, c'est le Congo qui a accepté. Non. Vous savez, au cours des accords, qui a accepté la traque des FDLR. Quand quelqu'un dit que les FDLR sont chez nous, on dit ça va, s'ils sont là, venez, on va le voir s'ils sont là. Parce que s'ils ne sont pas, vous avez dit que les FDLR sont là, ils sont où? Et même au prix Rutshuru. Or, c'est Rutshuru qui semble être le bastion des FDLR. Est-ce qu'ils en ont tiré combien? Nous avons accepté de bonne foi, parce que vous dites que les FDLR sont chez nous, ça va. Acceptons que les FDLR sont chez nous, venons les chercher avec vous. Et s'ils n'y sont pas, vous ferez quoi? Vous dites, bon, ça va, les gens que vous disiez que nous cachions, ils ne sont pas là. Mais justement, c'est aussi, je dirais, je n'aimerais pas parler de faiblesse, c'est aussi ces petits couacs qu'il y a eu, parce que quand vous acceptez des choses que vous savez, au fond, ça n'existe pas, est-ce que l'option la meilleure ne serait-ce pas, l'option prise maintenant, c'est de repousser carrément les rebelles jusqu'à leur dernier retranchement pour enfin négocier en position de force? Bon, madame, vous savez, il y a un aspect très important que beaucoup de gens ont toujours oublié, ou bien négligé. Vous savez, nous sommes voisins avec le Rwanda. Donc, à dépit de la guerre, nous sommes voisins. Ouais. L'un aura toujours besoin de l'autre d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi, à privilégier la voie des négociations, de se parler, c'est aussi une façon de privilégier ce bon voisinage. Mais le bon voisinage aimerait aussi que l'autre ne comprenne pas qu'il doit mettre les pieds chez vous et qu'il sera frappé lorsqu'il entre chez vous. Et c'est se respecter mutuellement, se regarder de loin. C'est aussi ça le respect. Heureusement que vous c'est aussi ça aussi la cohabitation. Heureusement que vous l'évoquez ici, mais je veux dire que c'est une longue histoire. Parce que quand ces gens-là sont venus chez nous, parce que les gens ont toujours pris la question à l'étape où nous sommes aujourd'hui, il faut faire un peu l'historique pour comprendre pourquoi c'est arrivé à ce niveau-là. C'est ça la grande question, madame. Parce que comment on est arrivé à ce niveau où le Rwanda doit pénétrer la RDC, doit faire tout ce qu'ils veulent chez nous? Il y a quoi? Parce que depuis qu'ils sont entrés par l'AFDEL, ils ont goûté le miel. Ils ont compris que le Congo, il y avait tout. Ils ont profité de certaines faiblesses des dirigeants congolais. Heureusement, personnellement, le président Laurent Désiré Kabila a réussi à leur dire non, on en a assez, s'il y a la facture à payer, on va payer. Mais ils avaient déjà joué au malin. Ils sont revenus par la voie de mixage et brassage. Leurs officiers dominent par-ci, par-là. Et ont goûté au miel, ils ont dit on ne laissera plus ce miel ici. Et c'est là maintenant où il y a le nez de la question. Ces gens ont déjà découvert le miel chez nous. Voilà pourquoi Kagame, même si les soldats meurent au Congo, il en va toujours d'autres. Même s'il meurt, il en va toujours d'autres. Puisque l'abeille avec le miel, c'est presque la même chose. C'est à nous maintenant d'étudier, comme vous l'avez dit, comment éviter que ces gens viennent encore chez nous. Nous devons être forts, compacts, et maintenant les repousser. Kagame a toujours dit que c'est une question congolaise. Parce qu'il utilise le Congolais. Et c'est là où il y a la faiblesse des politiciens congolais. Quand Kagame a manqué avec qui faire, il ne savait plus par où commencer. Mais quand il a réussi à voir Nanga, il a dit voilà quelqu'un avec qui je vais faire. Parce que ça, les Congolais, ils ne peuvent pas. Mais justement, c'est aussi la question de l'armée aujourd'hui. Cette armée qui est de fois affaiblie en interne, lorsque par exemple l'on parle des rations et autres choses qui n'arrivent pas comme il se doit au niveau des fronts, là où les Congolais sont en train de se battre. C'est cette question de fragiliser en interne aussi les militaires, parce que le vrai problème à regarder, c'est juste un problème de force, de puissance, de force, de repousser et de maintenir l'intégrité du sol congolais. Voilà pourquoi on a changé certains commandants. Parce que les rapports sont là. Et là, j'avais toujours rappelé l'auditeur général de bien faire son travail. Parce que, madame, je suis de l'Est. Je suis un fils et notable du coin. Mais des fois, ça fait un peu mal. Quand les militaires disent que non,
on ne mange pas. Et contrairement à ce que vous dites, non, non, cette fois-ci, le budget de l'armée, c'est à 20% par exemple. Vous vous demandez, cet argent va où? Parce que nos militaires doivent comprendre une chose. Là, vraiment, je leur parle en tant que citoyen congolais. Parce que quand on parle des militaires, c'est un homme exceptionnel. Voilà pourquoi ils ont la même tenue qu'on appelle uniforme. Que vous soyez général, major, capitaine, colonel, vous devez porter la même tenue, c'est l'uniforme. Et cette tenue-là vaut beaucoup. Malheureusement, les officiers ont maintenant tendance à devenir des politiciens. Quand un officier devient politicien, il oublie sa mission. Il veut aussi avoir besoin d'autant d'étages. C'est ça. Il vit dans une vie qui n'est plus une vie militaire. La vie militaire, c'est bien connu, dans des casernes. Mais la nature horreur du vide, c'est ce vide-là qui leur permet de chercher comment se retrouver. On sait qu'aujourd'hui, on le savait, qu'un militaire, c'était un homme respecté. Ils vivent dans des camps militaires, dans des conditions exceptionnelles. Ils ont la cantine populaire. Ça veut dire qu'il ne meurt pas de faim. Il peut être en guerre, il peut être au front. Il sait que sa famille ne mourra pas de faim parce qu'il y a des principes qui sont respectés. Aujourd'hui, disons-le clairement, si on doit aller dans les camps militaires, nos militaires vivent dans quelles conditions? Ça veut dire que les gens sont maintenant dans la survie. Ils cherchent comment survivre. Et le meilleur moyen, c'est aussi parce qu'on le dit, c'est vrai que la guerre est sale, mais aussi, la guerre aussi, c'est des affaires. Ça permet aux uns aux autres de chercher comment faire les affaires. Et à ce titre-là, vous n'allez pas les condamner, eux, du moment où vous ne les mettez pas dans les conditions qu'il se doit. Non, non, madame, là, je ne suis pas d'accord avec vous dans un aspect. Pourquoi je dis ça? On dit, par exemple, 10 millions pour la ration militaire. Mais vous y faites parvenir seulement peut-être 1 million. Vous sont pas 9 millions. Il faut quand même être un peu patriote. Parce que, on t'a donné les fonds pour que les militaires, ou bien pour un équipement militaire. On te donne autant de millions pour les équipements militaires ou bien pour la ration et consort pour les besoins de l'armée. Mais quand vous détournez déjà 60, 70, c'est de la trahison. Ça devrait être considéré comme la trahison. C'est ce que je me dis. Voilà pourquoi je disais que cette chaîne-là, il faut qu'on la réexamine. Nous avons les MIAP, on a l'auditorat. Qu'on suive un peu de près. Est-ce que les autorités au niveau hiérarchique ne sont pas complices? Alors, quand les autorités hiérarchiques sont déjà complices dans des mafias pareilles, il n'y aura pas moyen que ça puisse cesser. Et celui maintenant qui souffre, ce sont les militaires des rangs, ceux qui combattent. Une interpellation pour moi, les officiers doivent comprendre que non, ils ont un grand rôle à jouer et surtout prouver à la face du monde, prouver peut-être devant le chef de l'État et le peuple congolais que non, ils sont là pour le bien-être de l'armée ou bien des militaires qui sont mis à leur disposition. Parce que quand vous ne savez pas gérer les militaires qui sont mis à votre disposition, alors que vous avez donné des fonds pour ça, comment vous voulez que la guerre finisse? C'est là où il y a la question. La prise de conscience de tout et chacun. Bien sûr, comme vous l'avez dit là-bas, on n'est pas content de voir qu'un colonel doit aller peut-être toucher sa solde. Il n'y a que 300 000 francs par exemple. Bon, un général, il y a peut-être 1 400 000 francs qui valent difficilement $500. Et quand vous apprendrez que non, un conseiller ou bien un honorable député ou bien peut-être 30, 40, c'est ça aussi la question. Et c'est là où les Congolais doivent beaucoup réfléchir. Parce que quand nous pensons que le Congo appartient à une poignée de citoyens et que les autres n'ont pas droit à la vie, ça tique. Ces inégalités sociales-là ont des conséquences sur beaucoup de questions importantes. Vous portez aussi, vous pointez du doigt souvent les ministres et les députés aussi pour rien, parce qu'il y a des directeurs généraux des entreprises publiques, il y a des PCA qui ont carrément le double, le triple de ce que reçoivent les élus, par exemple. C'est une question de réexamination aujourd'hui des dépenses que nous effectuons. Parce que nous le disons ici en RDC, nous avons un problème de guerre. Oui, un problème de ceci. Mais avoir les dépenses que les dépassements budgétaires que nous faisons, nous ne donnons pas l'image d'une nation qui a réellement des problèmes de sécurité. Des problèmes d'insécurité au sein de la nation. Madame, moi je pense que cette question est encore très profonde. Pourquoi je dis ça? Vous savez, quand on parle de budget, les gens pensent que le budget, c'est le ministre Bodji. Non. Lui n'est qu'un exécutant. Le budget, à principe, ce sont les besoins réels et ressentis et voir comment les satisfaire. À principe, comme l'infirmier ou bien l'enseignant, par exemple, on devait se poser la question. L'enseignant, les militaires, je ne sais pas, l'infirmier, les médecins et consorts.
pour qu'ils soient à l'aise, il faut un minimum de combien? Les paniers de ménagères. Non, avec 300 minimum, ça peut aller. On prend ça comme base. On prend ça comme base, 300 minimum. Le reste, on va voir par après. Au moins, aussi avec $300, il peut faire ça et ça et ça et ça et ça. Et là, quelqu'un dira, on a dit que le budget est monté, le budget a été de revue à la hausse, mais entre-temps aussi, le quotidien des citoyens. Mais quand on doit faire un budget, on élabore le budget, sans tenir compte de certaines réalités. Là, on se fixe juste sur le copier-coller. L'année passée, c'était comment? On ne prend que les mêmes chiffres qu'on semble reconduire. Ça ne tiendra pas. À principe, on doit rentrer là où il y a la population, on étudie réellement les besoins qu'on exprime. Voilà, quand on parle des salaires, le dernier doit avoir 300 et maintenant, on va commencer à échelonner. Mais quand du coup, les gens se partagent le budget comme une histoire privée et que les autres ne subissent que les conséquences, ça ne tiendra pas. Aujourd'hui, par exemple, vous avez suivi que les médecins sont en grève, par exemple. Parce qu'on se dit, mais quand on élabore le budget, est-ce qu'on tient compte des réalités de vie des médecins, des magistrats, des policiers, de toute cette catégorie des citoyens congolais? Ce sont des qui consomment beaucoup plus. Mais quand vous allez déjà donner par mois le salaire de 100 personnes à une seule personne, ce sont des inégalités. J'ai été avec lui, il m'a dit, il a calculé pour lui, donc pour qu'il ait le salaire d'un député mensuellement, il faut au moins 10 ans. Quelqu'un vous touche votre salaire mensuellement, votre salaire de 10 ans, lui là, un seul mois. Ce sont des questions profondes. Voilà pourquoi nos députés, quand ils sont là en train de voter le budget, ils ne doivent pas seulement voir leurs avantages. Non. Quand ils voient seulement leurs avantages, ils sacrifient les restes. À sacrifier les restes, il y a maintenant des mécontents et les militaires peuvent peut-être commencer à se dire tu vois, ce sont des questions pareilles contre lesquelles il y a une attitude à manifester et à lutter réellement contre ça. Parce que ce Congo appartient à tout le monde. Mais comment équilibrer les deux? Parce qu'en même temps, vous voulez, je dirais, cette visibilité politique, parce que quand vous le dites, les médecins, ils sont dans la gratuité aussi. C'est ça aussi la question. Parce que c'est vrai, cette question de la gratuité vient réjouir les uns, mais les autres qui n'ont pas de salaire, qui ont du mal à être payés, mais qui doivent travailler dans la gratuité. Et c'est aussi ce contraste-là. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai, vous voyez que ce problème d'insécurité nous ramène vers autre chose également. Donc il y a ce fait d'entraînement dans la situation du vécu quotidien qui ramène aujourd'hui à la question du social carrément de la population congolaise. Si on veut résoudre tel problème d'insécurité, vous voyez que ça part de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous évoquez la question par exemple des militaires ou de détournement des fonds qui nous ramène à la question du paiement, qui nous ramène à la question des grèves des médecins. Et vous verrez même, ça va nous ramener encore plus loin dans la question par exemple de l'enseignement. Donc les vrais problèmes en réalité, c'est le social. Le social, c'est la priorité. Malheureusement, on ne sait pas remettre les Congolais dans ses droits. Et c'est là où ça tique. J'ai suivi dans l'un de vos débats, quand vous disiez, bon, on va changer la constitution, où est le social? Ce sont des questions profondes, madame. Vous savez, moi, la réponse est simple à toutes ces questions. Est-ce que nous aimons le Congo? C'est ça la grande question. Qui doit aimer le Congo? C'est le Congolais lui-même. Est-ce que tu peux trahir les pays que tu aimes? Aimer le Congo signifie aimer les Congolais. Parce que tu ne peux pas aimer le Congo sans aimer les Congolais, non. Aimer les Congolais, c'est quoi? C'est les remettre dans leurs droits. Est-ce que les Congolais sont dans leurs droits réellement? C'est ça la question. Est-ce que les Congolais sont dans leurs droits réellement? Est-ce que l'enseignant touche les salaires qu'il devait toucher? Parce que très loin, vous allez même réfléchir avec moi, madame, les taux. On paye les gens aujourd'hui au taux de 800, de 900, de 1000. Vous posez des questions pareilles. Est-ce que nos autorités réfléchissent? C'est ça la question. Quand il faut aller faire payer les taxes et impôts, on écrit bientôt du jour. Mais quand il faut payer les travailleurs, c'est l'ancien taux là. Alors, comment vous dites que vous aimez le pays alors que vous n'aimez pas son peuple? Il faut d'abord aimer le Congo et le prouver en aimant son peuple. Parce que quand le peuple doit vivre sans eau, sans électricité, sans route, comment vous allez dire que vous aimez ce pays, que vous voulez abandonner sans route, sans eau, sans quoi? Alors, et c'est là où nous sommes maintenant en train de partir de la question sécuritaire. D'ailleurs, moi, je l'ai toujours répété. Le peuple de l'Est, madame, c'est un peuple exceptionnel. Exceptionnel. Parce que les gens qui vivent dans des guerres matin, midi et soir,
Mais vous le voyez, à dépit de tout ça, il faut quelque chose. Mais ils doivent attirer l'attention du chef de l'État. Et d'ailleurs, une leçon. Là, je suis en train de remercier les leaders du Nord Kivu qui ont initié l'aspect Ouazalendo. Le peuple ne doit pas toujours attendre que ce soit l'autorité qui fasse quelque chose. Non, non. Vous pouvez initier quelque chose de bon et l'autorité va épuiser ça. Aujourd'hui, le chef de l'État maintenant a épuisé le Ouazalendo. Ça devient maintenant une question nationale. Or, c'était l'initiative locale, le patriotisme que les gens ont développé localement et qui a pris l'ampleur. Mais aujourd'hui, maintenant, le chef de l'État s'approprie ça. Il est même allé très loin à créer la RAD, Réserve armée de la défense, pour que cette structure-là ait un aspect juridique et que ce soit respecté. Voilà pourquoi partout au Congo, si nous devons chaque fois attendre que les autorités décident de faire autre chose, on ne le fera jamais. Et des initiatives locales, et faisons adhérer les autorités à nos initiatives. Ça, c'est un aspect très important. Hier, on a encore suivi, parce que nous sommes en train de parler de la question de l'Est, à Oicha, tout comme vers Mangourouji par là-bas. Les ADF ont encore tué la paisible population. On s'est dit, l'UPDF est là avec les FARDC pour lutter contre ces situations-là. Mais Oicha, c'est vraiment le centre. Ces gens viennent d'où? Et pourquoi cela doit toujours surgir? Une interpellation pour moi. Parce qu'on ne voudrait pas quand même que 2025 qui commence, l'année qui prend fin, que les gens vivent des calvaires à la fin de l'année, ou bien que les gens commencent l'année avec le sang des innocents par surcroît. C'est là où mon interpellation. Donc, nos officiers, nos militaires, comme vous le disiez là-bas, l'ère sociale est connue. La loi sur l'armée existe, la loi sur la police existe. Est-ce que les autorités appliquent ces lois? C'est là où il y a la question. La loi est là. Le militaire doit recevoir, il a droit à ceci, il a droit à ceci. Les policiers, tout est là. Mais est-ce qu'on applique ces lois-là? Et c'est ça la maladie de ce pays. Les lois sont dans les tiroirs, mais c'est la volonté du dirigeant qui devient la loi. Et aussi longtemps que nous ne quitterons pas cet état de choses, en croyant que c'est ma volonté personnelle, ce sont mes idées personnelles qui doivent remplacer les lois votées à faveur de tout le monde, madame, soyez-en sûre que ce pays ne gagne pas. Monsieur Achille Kapanga, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ancien maire adjoint de Béni. Et ici où nous évoquions la question du nouveau commandement des FARDC, quels sont les enjeux pour 2025, comment entreprendre, c'est qui nous a carrément ramené sur la question du social et des textes qui ne sont souvent pas respectés par les décideurs. C'est un réel plaisir de vous recevoir en ce dernier numéro, du moins pour moi, en ce qui concerne Kinshasa Direct de l'année 2024. Madame, je dis merci beaucoup. Nous pensons que Télé 50, que je salue à travers son initiateur, c'est une chaîne qui nous permet d'être à côté de nos frères qui souffrent, d'être à côté de la population qui doit capter un message. Voilà pourquoi je vous remercie particulièrement et je pense que nous devons souhaiter le meilleur vœu à tout le monde qui suit Télé 50, surtout à lui-même Kassamba. Il est fatigable, je le vois au four et au moulin avec toute son équipe. Je pense qu'il est grand temps pour nous de dire que ce pays nous appartient. Ce ne sont pas les discours qui vont aider ce pays, ce ne sont pas les antivaleurs qui vont aider ce pays, c'est la prise de conscience et le changement qui aidera que ce pays soit un pays respecté de madame. Merci beaucoup et merci à vous et membres de téléspectateurs d'avoir été de nôtres durant toute l'année 2024. Voilà cette année d'ailleurs qui s'achève. Nous vous disons une fois de plus meilleurs vœux au nom du directeur général, le patron Jean-Marie Kassamba, et avec vous. On se retrouve très prochainement sur Télé 50 toujours et avec le même plaisir. Au revoir.